Malik, frérot, donne-nous ton avis, après on va passer à ton sujet. Non, mais ce qui est intéressant avec la chronique de notre très cher camarade Kentra, c'est que elle introduit la mienne et puis elle introduit un sujet qui est très peu. C'est-à-dire qu'en France, malheureusement, l'opinion publique étant phagocytée par celle des États-Unis, par celle d'outre-Atlantique, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque les États-Unis sont les sauveurs, alors forcément, il faut tout imiter. Il faut tout prendre des Américains, comme on l'a dit à un instant, la culture musicale, culture culinaire, l'économie, la finance, tout, euh, jusqu'à réintégrer ce que justement le père de la Ve République avait réussi à conjurer, c'est-à-dire l'OTAN. L'OTAN qui, on le sait, est dotée d'une force d'intervention de 10 000 hommes, mais qui, dans les faits, ne peut rien concrètement face à la Russie et aux BRICS. Et donc face au bloc asiatique, puisqu'aujourd'hui, euh, l'Eurasie, justement, représentée par la Russie, est bien plus concrètement symbolisée par l'Asie que par l'Europe en ce qui concerne la Russie. Quant à l'alliance de celle-ci, aux alliances de celle-ci, quant au pont civilisationnel créé par celle-ci. Donc, on peut le voir justement avec des rapprochements aujourd'hui entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, notamment, euh, organisés par Pékin, par la Chine. On peut voir que l'avenir se trouve là-bas. Du moins, l'avenir se joue en Asie, se joue aussi au niveau de la Corne africaine. Donc, tout ça pour dire que les États-Unis, ça fait depuis les années 70, et ça coïncide avec la naissance du néoconservatisme, que les États-Unis sont en chute libre. Et l'agonie d'un individu est violente. L'agonie d'un individu, surtout malade, atteint de cancer ou autre, est violente. Donc, le fait que les États-Unis soient, depuis ces années-là, ont une image de puissance, ont une image d'action directe, sans mauvais jeu de mots, eh bien, en réalité, ces derniers s'effondrent depuis ce temps. Donc, une lente descente amorcée, pour reprendre le titre de la chronique de Kentra, une lente descente qui est amorcée depuis les années 70 au moins. C'est-à-dire qu'on est à la moitié, plus de la moitié de la guerre froide, et les États-Unis sont déjà fragilisés grâce à l'émergence des pays d'Asie, grâce à l'émergence de certains pays d'Afrique. N'oublions pas que la Libye de Kadhafi était considérée comme étant un acteur secondaire mondial. C'est une notion en géostratégie qui était surtout observable et réelle durant la guerre froide. Donc la Libye s'est hissée au rang d'acteur secondaire mondial. Alors, et c'est à partir de 77 que la Libye fonctionne selon le régime de la Jamahiriya, de manière concrète. Donc l'état des masses. Donc encore une fois, il faut toujours avoir un œil, en fait, il faut fixer son regard sur l'Afrique et l'Asie, que l'histoire désignée comme étant l'Afrasie, et voir la descente aux enfers lente, violente, les États-Unis crachant leur venin avant de s'éteindre, tout simplement. Mm. Merci à vous, les gars. Bah, justement, ça va nous permettre de passer au second sujet, qui est le tien, Malik, et je te laisse. C'est alors, Pax, ce qui veut dire un La pacte, une paix. alliance, je ne sais pas, la paix, voilà, exactement, qui commence à se dessiner entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans l'intérêt de qui? On ne le sait pas encore. Il y a quelques petites pistes, mais on va attendre un peu comment dire, on va attendre de débarbouiller un peu plutôt. Et on va commencer à creuser les premières pistes ce soir. Et justement, Malik, je crois que tu en as quelques-unes. Exactement, la chronique est faite pour, et justement, depuis Ramadan, hein, depuis le 27 mars plus précisément, les Saoudiens et les Iraniens se réunissent. Ils se sont d'abord réunis secrètement pendant 10 jours à Pékin. 10 jours, comme dirait l'autre, avant de déclarer, avant de dire haut et fort au monde entier, ça y est, Ça me nous fait penser. renouons. Les 10 jours, Hmm. ça fait penser à MC Jean Gabin. À 7 sur un mec. À 7 sur. Tu frappes comme ma fille. Et Vous êtes même pas des bonhommes, des chiens de la case. Vous êtes même pas des hyènes. je croyais que T'as t'étais t'as un, vu? je croyais que t'étais un sage, mais en fait t'es un singe. Mais Et en donc, fait, un singe.
Et donc, justement, aujourd'hui, on le voit, le renouement des relations, et non pas le dénouement, puisque c'est ce qui était souhaité par les États-Unis depuis les années 80, puisque jusqu'à 1979, l'Iran du Shah et l'Arabie Saoudite sont des alliés objectifs des États-Unis, sont des alliés objectifs du bloc occidental dans le contexte de guerre froide. Et à partir de 1980, 1979 plus précisément, et la révolution iranienne, il y a un changement d'alignement, il y a un changement d'alliance. Et personne, hein, il y a pas de mystère, hein, Khomeini a profité comment dire, des lauriers français avant, des lauriers de l'Élysée avant pendant qu'il organisait sa révolution plutôt, avant justement de retourner au bercail et d'organiser à sa manière le Moyen-Orient, du moins la partie sur laquelle il avait une influence. Donc ça l'a opposé pendant 10 ans à l'Irak de Saddam Hussein. L'Irak de Saddam Hussein qui était dans un premier temps, comment dire, qui a été soutenu même pendant la guerre Iran-Irak par l'Arabie Saoudite, par les Américains, par la Turquie également, et qui ont reçu un soutien financier bien plus important de la part des Saoudiens que des Américains. D'où le sentiment de traîtrise et de trahison même de la part des Saoudiens vis-à-vis de Saddam Hussein lorsqu'il décide d'envahir le Koweït. Et par ce biais-là, de se tourner vers l'Arabie Saoudite. Donc, chacun ses raisons, encore une fois. Il n'y a personne qui, comme l'a dit tout à l'heure Kentra, et comme vous le dites, vous l'avez tous dit, il n'y a personne qui soit un exemple, il n'y a personne qui soit un modèle de vertu, et personne qui soit dans les acteurs géostratèges, puisque il est question de cela, qui sont un modèle à suivre, qui incarne la providence. À aucun moment, il n'y a que des intérêts. Maintenant, il faut comprendre que ces intérêts ont toujours animé toutes les nations, depuis toujours. Donc aujourd'hui, quand l'Arabie Saoudite et l'Iran renouent, eh bien, ils renouent après s'être opposés pendant longtemps. On se souvient de cette parole comme disait De Gaulle, justement, Malik, moi je te coupe. Comme disait De Gaulle, un pays n'a pas d'alliés, il n'a que des intérêts. Mais oui, tu l'avais rappelé la dernière fois, et c'est pertinent, justement. On se souvient de la parole d'Ibn Salman, hein, qui, la moitié des années 2010, disait, et oui, ça nous fait pas rajeunir, la moitié des années 2010, là on est déjà dans la première moitié des années 2020, donc n'oublions pas que le temps s'écoule, et donc que justement Ibn Salman avait dit, s'il y a une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, elle ne se passera pas sur notre territoire, nous la déclencherons, nous la déclarons en Iran. Donc, si on regarde sur l'échiquier, enfin, si on regarde à l'échelle martiale ou à l'échelle militaire, l'Arabie Saoudite, entre le 25 et 20e place mondiale, et les Iraniens, 14e, 13e, 15e place mondiale, c'est, comment dire, il y a quand même 10 rangs d'écart, mais chacun a ses qualités militaires. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre de côté de la qualité militaire saoudienne. Donc, ce qu'avait dit Ibn Salman, c'est plausible et c'est crédible, puisque ils ne sont pas très très éloignés d'eux. Et le fait est que justement, les deux pays ont profité du conflit en Syrie pour pouvoir avancer leurs pions sur le damier cette fois-ci, pour changer de terme, sur le damier belliqueux au Proche-Orient. Et on le voit, le premier pays qui renoue avec, donc dans les pays arabes musulmans, qui renoue avec le régime d'Assad, qui est un allié direct de l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Irak souhaite également que son voisin puisse revenir se réintégrer au concert des nations. Maintenant, alors, Ahmed, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Maintenant, on le sait, le concert des nations avant, c'était synonyme de tout simplement de l'ONU, le fait de revenir, comment dire, de se réintégrer dans dans le schéma classique et de pouvoir s'exprimer à la tribune de l'ONU et pouvoir être écouté par le Conseil de sécurité et les appeler à l'aide le cas échéant. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout cela, grâce justement à l'installation
à la mise en place du multipolarisme, notamment par le biais des Russes et des Chinois, qui est, si on veut parler d'acteurs secondaires mondiaux, en comparaison, enfin, en reprenant les termes de la guerre froide, même si aujourd'hui c'est plus complexe que cela, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran sont justement ces acteurs entre guillemets secondaires mondiaux, mais qui sont primordiaux, qui sont primaires, sont des acteurs primaires au Moyen et au Proche-Orient, et plus largement en Asie. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un retour à ce que souhaitaient les dirigeants de ces deux pays dans les années 70, avant que commencent les conflits qui ont été alimentés par les États-Unis, l'Iran Contra, etc., comme on l'a cité précédemment. Donc, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a justement euh, comment dire, quelque chose qui échappe aux néocons, parce que c'est le titre de ma chronique, les néocons, donc les néoconservateurs, et les États-Unis et Israël, pour faire simple, qui s'attendaient à ce que justement les deux pays se tapent dessus, qui bien sûr ont des racines religieuses, ont des racines confessionnelles qui sont opposées, puisque l'Arabie Saoudite est sunnite et l'Iran est chiite, encore une fois, grosso modo. Nous parlons bien sûr des deux cultures, des deux pays, non pas des dirigeants en soi, puisque les dirigeants sont dans un sécularisme criant. Il y a même une élite religieuse, les ayatollahs pour les Iraniens et les ulama pour les Saoudiens. Chacun justifiant légitimement plus ou moins le pouvoir temporel en place. Donc il y a une contradiction déjà dans cela. Mais là, on parle vraiment de stratégie politique. Donc aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que le fait que les ambassades saoudiennes et iraniennes sont en phase d'être de nouveau ouvertes, donc mutuellement, eh bien, on va dans le sens d'une solidification de ces relations, donc grâce à cela, on est en train d'assister à la mise en place d'un cadre beaucoup moins poreux, donc d'un cadre bien plus hermétique qu'avant en ce qui concerne les ingérences américaines. Puisque tant qu'il y avait des divisions, des dissensions aussi fortes, on a même vu Hassan Nasrallah qui justement est revenu sur des propos, a changé, comment dire, a amélioré son discours en vue de la conciliation et qui justement n'est plus dans l'attaque directe des Saoudiens ou des Qataris ou des Émiratis. Du Golfe, pour faire court, et qui dit même qu'il a besoin des fonds des pays du Golfe pour son organisation. Donc, Pékin, qui a fait l'intermédiaire, hein, tout comme Ankara avait fait l'intermédiaire entre les Ukrainiens et les Russes, Pékin tire son épingle du jeu, et tout cela va dans le sens justement de l'émergence, plutôt de la solidification du bloc asiatique. Donc là, on est en plein dedans. Merci à toi, Malik Barakallahu fik, frérot, pour cette analyse. Alors, juste, il y a une question sur le chat, avant de donner la parole à Kentra, sur ce sujet, de mon frérot Karim Sardawi. C'était un de mes anciens chroniqueurs avant, quand j'ai débuté les émissions fantasmagoriques au début, là où on était sans Rahma, on était sans Tiep. Karim, je te passe un grand salam, mon frérot. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Je pense que c'est une ruse des chiites pour prendre le contrôle de la Mecque. Le prophète Sallam a prédit des troubles dans les environs de la Mecque à la fin des temps. De manière très rapide, Malik, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Parce que ça a du sens quand même, tu vois. Ça a du sens, ce commentaire. Et en même temps, j'ai une petite partie de la réponse. Les troubles, ils sont déjà là, avec les gens qui viennent se prendre en selfie, avec en gros, tu sais, qui ont transformé ça en destination touristique plutôt que destination de retraite spirituelle, entre des gens qui sont là, qui font des blogs ou des vlogs, je sais pas quoi, pour montrer la meilleure bouffe, le meilleur restaurant sur place, entre les histoires de zina, tu vois, parce que là-bas il y a des histoires il y en a qui se permettent quand même d'aller gratter quelques numéros. Il y a énormément de troubles. Maintenant, moi, je pense savoir de quel trouble il parle. C'est lié, je crois, un peu à tout ce qui est eschatologique.
Oui, ben, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, Mecca ou Al-Madinah, malheureusement, sont aux mains du sécularisme. Exactement. Si c'est pas le chiisme, c'est pas le sunnisme qui, 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 qui dirige ces deux lieux sacrés, ce n'est pas le chiisme non plus. Donc ça me rappelle une parole de Abu Mohammed al-Adnani, feu, c'est-à-dire qu'il est décédé. Encore une fois, feu ne veut pas dire qu'on exprime de la sympathie ou qu'on le défend, non. Feu, ça veut tout simplement dire qu'il est parti. Donc Abu Mohammed al-Adnani, qui était le porte-parole de l'organisation EIL puis EI, donc État islamique, qui disait que si nous ne boutons pas hors de l'Irak les chiites, eh bien, ils auront Mecca ou al-Madina. Donc, bon, ça fait combien? Ça fait presque 10 ans qu'il a dit ça. Donc, ce n'est concrètement pas le cas. Ahmed, le micro. Ce n'est concrètement pas le cas politiquement, mais la réalité est que entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont, je le rappelle, donc là je reviens en arrière et je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, l'Iran comme l'Arabie Saoudite sont dirigés par le sécularisme et non pas par le sunnisme et le chiisme ou le chiisme. Donc le trouble est plus grand que cela. Si on regarde au niveau, là on parle vraiment religieusement, parce que juste avant on n'a parlé que de stratégie politique. Maintenant, religieusement, si on regarde bien, du côté des Émirats arabes unis, il y a une volonté de syncrétisme flagrante avec la création de la religion abrahamique et la nouvelle Kaaba qui est appelée justement, qui est décriée dans le monde musulman comme étant la Kaaba d'Abraha et non pas la Kaaba d'Ibrahim, enfin représentant la religion d'Ibrahim. Donc il est question d'une religion d'Abraha. Abraha, celui qui avait voulu détruire le Kaaba avec ses éléphants gigantesques. Donc la réalité est que les chiites, comme les dits sunnites, aujourd'hui, ont délaissé le terrain politique et l'ont laissé à des sécularistes. Si on regarde Mohamed El Issa en Arabie Saoudite, Mohamed El Issa, si on prend ses propos, on les considère de manière scientifique, que reste-t-il d'islamique chez lui? Très peu de choses, très peu d'éléments. Et donc, quelqu'un comme Mohamed El Issa, qui est à la tête de la Ligue islamique mondiale, ce n'a même pas besoin des chiites en réalité. Et pour répondre au frère à sa question, il n'y a même pas besoin des chiites pour provoquer ces troubles. Quand tu vois qu'en fait le Medina, même fi Mecca, il y a des il y a des C'est Nicki magasins. Minaj qui allait chanter là-bas, frère. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, barakallah fik. Comme je l'avais dit la dernière fois, barakallah fik. C'est l'occasion Non, de mais le rappeler. honnêtement, c'est-à-dire que si vous pensez que les Shiras Ça, sont Abou Ahmed, dangereux, vous avez pas compris c'est qui MBS et son équipe. Hein. Vous êtes en train Voilà, de Abou dire Ahmed, des trucs. ouais, justement, t'inquiète, je vais te donner la parole par rapport à ça. Termine, Malik. non, Et c'est bien. juste le truc, c'est quoi? C'est que, j'ai oublié ce que je voulais dire. Vas-y, Fidi. Mais c'est bien d'avoir rappelé ça justement, puisque j'allais dire, à Mecca al-Medina, on vend des hashakoum, sous-vêtements qui ne sont pas islamiques, on vend des vêtements qui ne sont pas islamiques, qui ne sont pas légaux d'un point de vue de l'islam. Il n'y a pas besoin du chiisme pour ça. Il n'y a pas besoin de la transition, du transitionnisme qu'avait opéré Aqoum, qu'avait soutenu Aqoum certains savants chiites. Donc voilà, c'est très simpliste de dire comment dire, c'est une stratégie des chiites. Là, quand on parle vraiment des ministres des Affaires étrangères saoudiens et iraniens, là, on parle ni sunnisme ni chiisme. C'est de la stratégie politique pure. Et donc là, on est dans le sécularisme. Là, c'est pas du tout le sujet. Absolument pas. Parce que si on regarde bien, euh, on est dans un, si tu le permets, Zied, un petit article à lire rapidement en Vas-y. quatrième vitesse. Voilà, c'est un article d'Al Jazeera, donc ça date du 27 mars 2023, donc c'était pendant le Ramadan. Les ministres des Affaires étrangères saoudiens et iraniens se rencontrent pendant le Ramadan. La réunion prévue intervient après que l'Arabie saoudite et l'Iran ont signé un accord historique pour rétablir les relations après 7 ans d'éloignement. Les hauts diplomates iraniens et saoudiens ont convenu de se rencontrer avant la fin du mois sacré de Ramadan pour mettre en œuvre un accord de réconciliation bilatérale historique négocié par la Chine. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, et son homologue iranien Hussein Amir Abdullahian
Abd al-Lahyan. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais. Enfin, bref, la ilmu lillah, d'où ça vient, ont pris cette décision après avoir tenu leur deuxième appel téléphonique en moins d'une semaine, a rapporté lundi l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Au cours de l'appel, un certain nombre de questions communes ont été discutées à la lumière de l'accord tripartite qui a été signé en République populaire de Chine, a déclaré la SPA. Les deux ministres ont également convenu de tenir une réunion bilatérale entre eux pendant le mois de Ramadan en cours, a déclaré l'agence de presse saoudienne. Le rapport n'a pas précisé la date exacte ni le lieu de la réunion. Donc moi je vous précise, c'était pendant 10 jours secrets, et après ça a été déclaré. Le Ramadan a commencé la semaine du 27 et se termine la 3e semaine d'avril. Les responsables saoudiens ont déclaré que la réunion est la prochaine étape de le rétablissement des liens 7 ans après la rupture. Riyad a rompu ses relations, donc on rappelle historiquement, après que des manifestations iraniennes après que des manifestants iraniens ont attaqué des missions diplomatiques saoudiennes en 2016 à la suite de l'exécution saoudienne du chef chiite Nimr, un seul d'une série de points chauds entre les deux rivaux régionaux de longue date. L'accord devrait voir l'Iran à majorité chiite et principalement l'Arabie saoudite musulmane sunnite rouvrir leurs ambassades et missions dans les 2 mois et mettre en œuvre les accords de sécurité et de coopération économique signés il y a plus de 20 ans. Donc si on consulte les articles les plus récents d'avril, ça y est, on est déjà dedans. On est dans l'initiative de rouvrir les ambassades actuellement. Un responsable iranien a déclaré le 19 mars que le président iranien Ibrahim Raisi avait favorablement reçu une invitation à se rendre en Arabie Saoudite de la part du roi Salman, bien que Riyad n'ait pas encore confirmé. Donc, je termine, dernier paragraphe. Amir Abdullahian a déclaré aux journalistes le même jour que les deux pays avaient convenu de tenir une réunion entre leurs principaux diplomates et que 3 lieux avaient été suggérés sans préciser lesquels. Donc il n'y a pas de ayatollah, il n'y a pas de mufti, il n'y a pas là, c'est vraiment diplomatique. La détente entre l'Arabie Saoudite, le plus grand exportateur mondial de pétrole brut, et l'Iran, fortement en désaccord avec les gouvernements occidentaux sur ses activités nucléaires, a le potentiel de remodeler les relations dans une région caractérisée par des turbulences depuis des décennies. Et je vous renvoie aux travaux de Mourad al-Hattab, notamment toi, mon frère, qui a commenté dans le chat, aux travaux de notre parrain intellectuel, Mourad al-Hattab, que nous saluons, qui a écrit 2 grands articles où il précise la stratégie d'MBS et où il dit clairement que au niveau international et au niveau régional, ces décisions ne sont pas, c'est à mettre à l'écart de celles qu'il a prises concernant son propre pays, notamment au niveau de la liberté religieuse, c'est autre chose. Par contre, au niveau du Moyen-Orient, au niveau international, les décisions prises vont dans le sens justement de la Pax